pour l'accueil. Super accueil déjà. Bonjour à tous ces cœurs. Bonjour à toutes ces âmes présentes. Et nous allons commencer par nous présenter un petit peu. Vous m'entendez bien comme ça? C'est bon? Nous allons nous présenter un petit peu à travers notre expérience. Et ensuite, nous pourrons parler un petit peu plus de la façon dont nous travaillons. Dans un premier temps, si vous voulez, je vais commencer, parce que je suis plus ancien. et que mon histoire commence avant la rencontre que nous avons eue avec Sylvie. Donc, ça fait plaisir d'être ici à Chambéry parce que au début des années 60, j'étais instituteur dans un village de Haute-Savoie, pas très loin d'ici. Et j'ai eu une expérience extraordinaire à ce moment-là. J'avais une classe unique et j'ai vécu pendant 3 ans dans ce village avec les enfants, les adultes et aussi des villages à côté. Et j'ai appris non seulement à faire un travail pédagogique où l'amour était présent avec les enfants et ce qui a donné quelque chose, une force extraordinaire d'évolution des enfants. Et du coup, les adultes ont voulu aussi s'associer à cela. Et donc, il y a eu tout un bouleversement qui s'est fait. Et lorsque j'ai dû quitter ce village, ce poste, les parents sont venus à moi et un père est venu me parler en me disant « Pourquoi vous nous quittez juste maintenant? Vous commenciez juste à ouvrir nos âmes et à nous éveiller à nos âmes. » Cette parole m'a vraiment percuté. Il s'est passé quelque chose en moi de très très fort. J'en ai encore le frisson rien que d'y penser. Et je crois que ça a changé ma vie. J'avoue que moi je n'ai pas de culture religieuse. Avec le mot âme, je me suis demandé ce que c'était à ce moment-là. Ça m'a beaucoup travaillé. Alors, j'ai eu de cesse de chercher ce que c'était que l'âme après. Qu'est-ce qu'on avait voulu me dire? Oui, j'avais mis beaucoup de cœur dans ce que j'avais fait. J'avais mis beaucoup d'amour dans ce village. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ça a été le début vraiment de mon existence. Mais j'avais 25 ans à ce moment-là, quand j'ai quitté ce poste. Et ce qui s'est passé après, c'est que j'ai cherché qu'est-ce que c'est que l'âme. Je ne savais pas ce que c'était. Alors j'ai pris des bouquins, j'ai repris des études de psychologie. J'ai même été enseigné à l'université à Grenoble, à l'université des sciences sociales. J'enseignais donc l'animation de groupe et l'entretien d'aide. Donc je croyais que je savais tout sur l'âme. Mais oui, savoir, c'est rien. Il fallait vivre. Donc il s'est passé un jour, j'étais sous la douche, avant de me rendre à mon travail à l'université. Et tout à coup, pendant que j'étais sous la douche, il y a eu une espèce de lumière qui est arrivée. Comme un soleil qui m'a envahi totalement. Et ce soleil, je pouvais ouvrir les yeux, les fermer, le soleil était toujours là, et j'étais complètement à l'intérieur du soleil. Et la douche continuait à couler, et le temps s'est arrêté pour moi jusqu'au moment où la douche est devenue froide. J'avais épuisé toute l'eau chaude qu'il y avait. Donc là, tout d'un coup, j'ai pris conscience, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai eu un amour, mais un amour extraordinaire, c'est difficile à expliquer. Mais cet amour, il était plus forcément pour les autres, il était aussi pour moi. Et ça a été vraiment une révélation. À partir de ce moment-là, j'ai changé un petit peu, je me suis mis à mon compte, j'ai quitté l'université, et j'ai travaillé avec une approche qui me plaisait beaucoup, qui s'appelait le rêve éveillé. Donc le rêve éveillé dans lequel il y a un état modifié de conscience où la personne peut, en élargissant complètement son moi, atteindre d'autres zones de conscience. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant ces séances, les gens, très souvent, vivaient la même rencontre que j'avais fait sous la douche.
C'est-à-dire qu'il retrouvait le soleil, ce soleil intérieur, il pénétrait dans le soleil, ils avaient l'impression, il disait, je suis rentré chez moi. Et là, je suis complètement en sécurité, il peut m'arriver n'importe quoi, je suis protégé, je suis dans mon soleil, je le vis. Et je me disais, tiens, c'est drôle, j'ai vécu cette expérience, et voilà, maintenant des gens le vivent dans le travail que je fais. Et ça a continué comme ça pendant des années. Et là, il y a 10 ans, j'ai rencontré Sylvie. Et là, quelque chose a encore basculé. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que entre le début où j'ai commencé à faire le rêve éveillé, il y avait, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que si je peux regarder 30 ans, ou presque 40 ans en arrière maintenant, et vous ne pouvez pas imaginer comme les consciences se sont ouvertes depuis. C'est-à-dire plus dans le monde extérieur, les libertés sont restreintes, on pourrait dire, difficiles à vivre. Hein. Plus dans le monde intérieur, je rencontre des gens qui ont des ouvertures de conscience extraordinaires. Et c'est à ce moment-là où ça a basculé dans les années donc, 2010, hein, c'est ça 2009-2010, où nous avons commencé à travailler ensemble, et là, ben, je te laisse la parole. Oui. Non, c'est toi. Oui. Bon, alors, d'accord. Alors là, à ce moment-là, dans cette rencontre, nous avons fait un espèce de bilan et nous avons vu, c'est extraordinaire, dans nos stages, il se passe quelque chose, c'est plus comme avant. Maintenant, il y a des prises de conscience et les gens, effectivement, arrivent très très vite à cette notion d'âme. Et nous avons dit, à ce moment-là, eh bien, nous allons nommer l'âme dans nos stages, dans nos séances individuelles, dans nos formations. Et nous allons travailler directement en conscience avec l'âme. Et c'est là qu'est né donc maintenant le travail que nous faisons, qui nous sommes passés, si vous voulez, du rêve éveillé au rêve d'éveil. Parce que durant cette période, les gens faisaient des rêves d'éveil, c'est-à-dire dans lesquels on retrouve ce que les éveillés vivent, mais le temps d'une séance, vous pourrez dire. Hein. Et puis après, mais on ne peut pas dire que c'est vraiment l'éveil total. Mais c'est un moment d'éveil dans lequel, par exemple, les gens passaient de l'autre côté du miroir, hein, et avaient accès à d'autres niveaux de conscience, où les gens passaient justement dans ce soleil de l'âme, et puis allaient même au-delà et visiter aussi d'autres niveaux de conscience. Et nous sommes aperçus à ce moment-là qu'il y avait tout un travail qui se faisait entre le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur. C'est bon? Alors, toi. Alors, pour ma part, je dirais que j'ai presque vécu le chemin inverse de Michel. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon expérience, je vais peut-être commencer par ça, j'ai toujours aspiré à l'amour. Et j'attendais que l'amour se manifeste pour moi ou vers moi, ce qui a généré une très grande frustration, parce que ça venait pas, du moins pas comme je voulais. Et du coup, il y avait beaucoup de contrôle. Donc je suis une personne qui a vécu toute une première partie de vie scotchée au contrôle, à la maîtrise, avec un besoin d'être parfaite. Et croyez-moi, c'est dur d'être parfait, c'est même impossible. C'est la conclusion que j'ai atteinte. Après, je sais pas, hein, chacun vous verrez, mais moi, en tous les cas, ça marche pas. Et puis, donc, dans toute la première partie de vie, il y avait ce besoin de reconnaissance, d'amour, etc., avec des métiers divers et variés dans le commerce. Voilà. Et puis, un jour, il y a eu une première rencontre inattendue. Ça a été la rencontre avec la maladie conséquente. Et maladie qui m'a interdit toute activité, mon activité, tout ce que je connaissais devenait inaccessible parce que physiquement je ne pouvais plus l'assumer. Alors qu'à ce moment-là, tu venais de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Pas encore, c'était la première fois. Oui. Non, pas encore.
la première fois, ça a fait basculer ma vie, puisque c'était il y a à peu près 12 ans maintenant, ça a fait basculer ma vie dans le sens où tout ce que je connaissais, tous les métiers que j'avais fait, je ne pouvais plus le faire. Donc de là, j'ai essayé de comprendre tout de suite, ça a éveillé autre chose, et c'est là que je suis rentrée dans l'astrologie, où j'ai repris mes études aussi de fac à 40 ans, et puis un parcours décodage biologique, etc., pour comprendre et essayer de changer. Et ça a changé beaucoup de choses, mais pas tout. Et puis j'ai commencé à animer des groupes aussi, mais toujours avec ce truc d'être parfait. Donc j'avais des notes, mais alors de A à Z, hein. Je savais où j'amenais mon groupe, aucun problème. Et puis il fallait que je les nourrisse, parce que j'avais qu'une peur, c'est qu'en sortant ils se disent « Oh là là, j'ai payé pour tout ça, et que ça !» Donc voilà, c'était ce besoin. Et puis un jour, j'ai rencontré Michel, dans un stage. Et là, ça a été pour moi une révélation, parce que dans Michel, j'ai vu quelqu'un qui se foutait complètement de si on pouvait l'aimer ou pas. Et je me suis dit, mais c'est ça, je voudrais arriver à ça. Et du coup, on a discuté, et puis immédiatement, on a commencé à travailler ensemble, et en fait, ça a super bien collé. Et Michel m'a servi de révélateur, ça a été une vraie rencontre d'âme, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé, je crois que concrètement, j'ai commencé à essayer j'ai commencé à lâcher ce besoin de perfection, parce qu'en fait, je voulais expérimenter qu'est-ce que ça faisait que d'arriver sans notes, en sachant quand même, hein, là où je voulais amener les gens, parce qu'il ne faut pas rêver, bon, on a quand même une petite idée de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut faire passer, mais sans vouloir, et en utilisant l'énergie présente dans les participants, dans l'assemblée, etc. Donc il y a eu toute une découverte de travail. Alors moi j'ai eu la chance, mais une immense chance, c'est de pouvoir surfer sur toute l'expérience de Michel. Je me suis posée dessus comme si ça avait été ma propre expérience. C'est impressionnant, elle était naturelle. Tout ce qu'il a enseigné, en fait, c'est ce à quoi j'avais aspiré, ce que j'aurais aimé entendre, que je n'avais pas entendu. Et donc je l'ai fait mienne. Et ensemble, nous avons travaillé, conçu, vécu et expérimenté le rêve d'éveil avec ses ouvertures de conscience. Et puis, un an et demi, 2 ans après que ça ait démarré et que tout fonctionne à merveille, vous n'allez pas le croire, la maladie est revenue. Mais alors ce coup-ci, elle avait décidé de frapper fort. Hein. Donc là, ça a été une maladie avec un pronostic vital à très court terme engagé. Et là, ça a été, mais enfin quand même. Alors moi, j'avais tout compris de la maladie, je savais pourquoi j'avais été malade, j'avais tout réparé, ça marchait super bien dans ma vie, et patatras, ça revient. Et bien croyez-moi, à partir de ce moment-là, mon château de cartes s'est effondré, et il y a eu vraiment beaucoup de questionnements sur le rôle de l'âme et l'ego. La maladie a joué sur ces 2 niveaux, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau de l'ego, c'est venu me dire, oui, tu croyais avoir tout compris, et puis tu te posais presque en experte, dis donc. Eh ben non, la preuve, tu le revis, et puis ce coup-ci, tu vas le vivre, mais au bout, parce que là, si ça se trouve, tu n'as que 3 mois devant toi, tu vois, donc il faut mieux que tu réfléchisses quand même. Et puis dans un deuxième temps, ce qui est venu directement en faisant les rêves, parce qu'immédiatement, quand je suis tombée malade, j'ai commencé j'ai pas commencé, mais j'ai fait des rêves sur ce thème-là quand même, pour essayer de voir qu'est-ce qui se passait, parce qu'avec tout l'intellect, toutes les connaissances que j'avais sur le décodage biologique, etc., il m'était impossible de trouver pourquoi j'avais déclaré ce mélanome à ce moment-là. Je n'arrivais pas à trouver intellectuellement. Et dans le rêve, en fait, j'ai eu les réponses. Et ces réponses, elles m'ont parlé à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est tu animes avec Michel des stages qui s'intitulent « Vivre dans la présence de l'âme ». Mais dis-moi, ma cocotte, là, maintenant, là, avec ton diagnostic dessus, est-ce que tu vis dans la présence de l'âme ? Pas toujours. Je vis surtout dans la présence de la peur, là, dans l'immédiat, pour le moment. Est-ce que dans 3 mois, je serai toujours là ? Est-ce que mes enfants, comment ils vont réagir, etc. etc. Donc c'était plus la peur que la présence de l'âme qui était présente. Donc ça a été la première chose. Et dire, mais alors attends, tu dis des choses, tu fais vivre des choses aux gens, et toi ? Tu fais quoi ? Ce serait bien quand même que tu t'ajustes. Et puis la deuxième chose, c'est que à travers le rêve, j'ai eu cette immense chance de pouvoir rencontrer l'entité maladie. L'entité maladie s'est présentée à moi et elle m'a expliqué, elle m'a enseigné. Alors pas une fois, pas d'un rêve, il en a fallu plusieurs.
Dans un premier temps, dans les premiers rêves, elle est arrivée sous la forme d'un espèce de petit bonhomme absolument ignoble, qui se moquait de moi et qui voulait absolument pas répondre à mes questions. Bon, donc on a joué un peu ensemble un certain temps. Et puis quand enfin j'ai pu lui dire qu'il m'emmerdait grandement quand même, ce petit bonhomme, et qu'il s'attend qu'il passe à un enseignement, on a pu commencer à discuter ensemble. Et là, il m'a montré qu'est-ce qui s'était passé, quel avait été l'événement déclencheur. Et c'était... Quelqu'un m'avait posé la main sur le genou. 2 secondes et demie. Ça a suffi. Mais je m'en étais même pas rendu compte à quel point ça a été un tsunami pour moi. Je m'étais même pas rendu compte à quel point j'ai mis le mouchoir dessus sur toutes les impressions que j'ai eues au moment où cette personne m'a posé la main sur le genou. Et ça a été... Voilà, j'ai pu sentir à quel point c'était violent et à quel point j'avais refoulé cette émotion. Et du coup, on a pu faire tout un travail ensemble, des programmations, etc. Et puis petit à petit, au fil des rêves, ce petit personnage est devenu l'enseignant. Et aujourd'hui, l'expérience qui ressort de ça, c'est que l'âme, c'est pas... déjà, l'âme et l'amour, c'est différent. Il y a souvent une grande confusion. L'amour... L'âme est amour, ça c'est sûr, mais l'amour n'est pas forcément l'âme. Donc ça a déjà été éclairci avec cette approche. Et puis dans la maladie, il y a vraiment eu cette rencontre avec moi-même et cette conclusion absolument magnifique qui est née de ça, c'est que oui, aujourd'hui, Sylvie, ici présente, est imparfaite et heureuse de l'être. Parce que dans cette imperfection, j'y trouve une forme de perfection fantastique, parce que l'imperfection ouvre la porte à tous les possibles. Parce que si j'accepte d'être imparfaite, ce que je fais aujourd'hui, si j'accepte d'être imparfaite, en fait, je peux ouvrir des tas de portes que je n'aurais jamais osé ouvrir dans ce besoin d'être contrôlante et parfaite. Voilà. Donc c'est le début de l'expérience ensemble avec Michel. Voilà, donc pour revenir un petit peu à cette expérience, qu'est-ce qui se passe là actuellement? Qu'est-ce qui se passe ici, dans cette salle? Hier soir, nous avons eu un spectacle, on pourrait dire, une chorale de 60 personnes, c'était extraordinaire, certains d'entre vous seulement y étaient, et c'était une leçon d'âme, parce que ces 60 personnes qui étaient là disaient qu'ils s'étaient réunis de façon éphémère. C'est le cas d'aujourd'hui aussi, pendant 1 heure, nous sommes dans une relation éphémère. Mais pour ceux qui font tout le forum, eh bien, il y a 3 jours de relation éphémère. Et on peut dire qu'il y a une âme de groupe, que les organisateurs qui ont créé ils sont créatifs, qui ont créé cette rencontre, il fallait le faire. Parler de médecine de l'âme, c'est quand même pas mal. Et il y a une âme de groupe à chaque fois. Et cette âme de groupe, si vous voulez, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de nous connecter à cette âme de groupe, de nous connecter à elle et de savoir qu'il y a un échange qui se fait. Il ne faut pas croire que nous faisons que parler. D'ailleurs, tout à l'heure, il y aura, j'espère, quelques questions. Il y a quelque chose qui se passe. Essayez de le sentir, vous verrez que quelque chose se passe au niveau du chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Et c'est là où c'est ce que nous travaillons avec le rêve d'éveil. Actuellement, si vous voulez, une grande partie de l'humanité reste, et toujours, et cela depuis des millénaires, depuis plusieurs siècles, centrée au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est régi par la planète Mars. Et c'est l'état de guerre, l'état de conflit. C'est-à-dire, on s'incarne dans cette partie-là, on crée un ego et on va créer une personnalité, jusqu'au moment où la personnalité va rejoindre l'âme, et l'âme attend une chose, c'est que l'être personnel soit individualisé et que la personnalité soit une personnalité mature, à travers laquelle l'âme, qui elle est reliée aussi à la source, à l'esprit, et que tout cela va pouvoir s'exprimer à travers la matière par le biais de notre personnalité. Or, nous vivons au niveau du,
de la conscience d'un corps mortel, ici au niveau du plexus solaire, hein, et nous sommes obnubilés par la mort. Et nous avons créé pour cela un intellect qui, lui, va être là tout le temps à nous dicter une conduite pour survivre. Et cette conduite, nous avons je ne sais combien de pensées par... 65 000 par jour, à peu près. Hein. Et là-dedans, si on regarde bien toutes ces pensées, la plupart sont subconscientes. Mais il faut voir ce qu'elles nous disent. Vous savez qu'on crée par la pensée. Tel je pense, tel je suis. Hein. Et donc, si je pense des horreurs, je crée des horreurs. Si je pense des choses magnifiques, je crée des choses magnifiques. Or, nous sommes, en étant ici, nous sommes sous la dépendance de notre ego, qui lui est chargé de former une personnalité. Cette personnalité, il la forme en nous faisant accepter d'être séparés. C'est un grand choc hein, quand on vient sur Terre. On vit cette séparation et tout l'environnement va nous emmener dans cette séparation et créer un monde artificiel qui est le monde de l'intellect, de la pensée. Or, ce que nous avons à faire maintenant, nous sommes dans un moment charnière où nous allons passer justement d'une dimension qui est celle du plexus solaire au chakra du cœur. Et ces deux mondes différents, mais dans lesquels qui vont s'interconnecter. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos séances de rêve, mais ça se passe aussi pour vous, hein, pour la plupart d'entre vous, c'est qu'on essaie de trouver le passage ici entre le cœur, entre le plexus solaire et le cœur. Vous savez, il y a un diaphragme ici. Là. Or, c'est actuellement, si vous voulez, énormément, à travers tout ce qui se passe, tous les événements qui se passent, il faut arriver à lire ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler au niveau d'un monde, et à travers les interstices de ce monde en train de s'écrouler, on peut voir qu'est-ce qui se profile, quel est le monde qui est en train de venir. On ne peut pas bâtir au niveau du plexus solaire ce qui était là. C'est-à-dire, si là je suis en guerre, et si je suis en guerre contre les autorités, si je suis en guerre contre tout, si je suis en guerre parce que effectivement le climat est en danger, et que nous met en danger, et que là on ne sait pas quel est l'avenir de la Terre, si je le fais sous forme de guerre, je ne vais pas y arriver parce que ce sera la guerre contre la guerre. Il faut que je me positionne autrement. Et la position autrement, c'est de passer dans l'espace du chakra du cœur, où là, je suis en paix, je suis à nouveau réunifié, et je retrouve, comment dire, ma maison, hein, je retrouve d'où je viens. Mais... L'unité. Comment ? La sensation d'unité, la non-séparation. Et puis là, c'est illimité. J'ai l'intelligence du cœur. Cette intelligence du cœur, c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que on a confondu, si vous voulez, l'intelligence avec l'intellect. Et c'est-à-dire, nous avons deux parties cérébrales, on pourrait dire. La partie gauche qui est logique, qui est scientifique, qui voit les choses de ce point de vue. La partie droite qui, elle, est beaucoup plus sensitive, intuitive, perceptive. C'est celle qui se passe quand on fait faire un rêve, par exemple, ou même dans les rêves nocturnes aussi. C'est le cerveau droit, donc la partie intuitive, qui voit les choses en premier. Donc les rêves sont là. L'avantage quand le rêve est conscient, hein, comme nous le pratiquons, c'est que l'autre cerveau, le cerveau logique, est aussi là. Donc le cerveau intuitif va voir des images, va comprendre ce qui se passe, etc. Et l'autre cerveau va interpréter. C'est-à-dire qu'on va inverser ce qui se passe. Dans notre façon de vivre, l'éducation que nous avons suivie et tout ça, c'était l'inverse. Il fallait d'abord développer le cerveau logique, hein, le quotient intellectuel, qui est là pour mesurer effectivement cette possibilité. Maintenant, il y a d'autres moyens de mesurer cela. Donc ce cerveau-là était magnifié, si vous voulez, au détriment de l'autre cerveau qui est intuitif. D'où le fait que nous ne développons que 10% de nos capacités. Or, qu'est-ce qui se passe dans notre façon de travailler?
c'est que nous allons petit à petit faire que tout ce qui est là va émigrer petit à petit dans le cœur. Comment? Eh bien, ici, par exemple, il y a des souffrances qui sont inscrites dans ma vie, hein, et que je vais apprendre à accueillir au niveau du chakra du cœur. Il y a des oppositions qui sont là dans ma vie, qui ont l'air de ne pas pouvoir se résoudre. Je passe, par exemple, de la souffrance à des moments de bien-être. Je passe des moments de tristesse et des moments où je suis heureux, où je pense que je le suis. Mais je navigue toujours d'un extrême à l'autre. Je passe de la peur à l'amour, hein, ou de la haine, hein, à la joie de vivre. Je suis toujours en train de passer de l'un à l'autre. Ça, c'est typique, si vous voulez, de ce qu'on vit au niveau du plexus solaire. Et je suis en guerre. Alors, la difficulté, c'est que actuellement, si vous voulez, énormément de gens voudraient passer dans ce chakra du cœur, ouvrir le cœur, qui est le fait que notre âme s'exprime au niveau du cœur. C'est là qu'on trouve sa présence. Hein. Et dans cette présence, il y a, si vous voulez, la capacité de résoudre tout ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'on ne va pas nier ce qui est là. On ne va pas nier notre mental, on ne va pas nier notre ego. On va tout accueillir, tout transformer. Que ce soit les problèmes de l'enfance, que ce soit les problèmes qui sont passés dans d'autres vies, dans d'autres dimensions, etc., tout peut être accueilli ici au niveau des chakras du cœur. Et c'est ce qui se passe dans nos séances. Et pour cela, nous avons fait appel à l'âme. Alors tu peux peut-être dire comment on le fait, enfin par rapport à... Oui, quand on donne une intention. C'est, comment dire, travailler avec l'âme, c'est travailler avec la partie de soi qui est entière, qui est unifiée avec le divin, qui n'est pas dans l'espace-temps, c'est-à-dire dans l'âme, elle contient à la fois le moi futur, le moi présent et le moi passé. Elle contient ce tout et elle va travailler avec son intelligence qui n'est pas du tout la nôtre. Ce qui veut dire que dans une séance de rêve d'éveil, par exemple, notre travail en tant qu'accompagnateur ou rêveur, ça va être de définir qu'est-ce que je demande aujourd'hui, de quoi j'ai besoin. Rien que ça, croyez-moi, c'est un travail à part entière. Déterminer de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Et non pas avec mon intellect, c'est-à-dire qu'en général, globalement, une personne qui arrive avec une intention déjà posée, vous pouvez être sûr à 90% qu'une fois qu'on a discuté, on ne va pas partir là-dessus. On va partir sur autre chose qui est présent maintenant, parce que c'est ce qui frappe à la porte maintenant qui est prêt à s'ouvrir. C'est pas ce que j'ai prévu d'ouvrir, non. Donc on va travailler avec ce qui est présent maintenant. On va poser ce qu'on appelle une intention, qui est une forme de demande. Et formuler une bonne intention, c'est pas si facile que ça. Donc là, l'accompagnateur a un rôle important. Et une fois que ça s'est posé, ben on va dire qu'il y a déjà 90% du boulot qui est fait. Et ensuite, commence vraiment la séance en elle-même. Et dans cette séance, concrètement, l'intérêt, c'est que, contrairement à beaucoup d'approches, où il y a un thérapeute qui sait où il veut conduire son patient parce qu'il a cerné plus ou moins le problème et que pour lui la sortie elle est là. Dans le rêve d'éveil, ça ne va pas se passer comme ça, dans le sens où l'accompagnateur ne sait pas du tout où il va, dans la mesure où il ne veut pas pour l'autre. Il va se contenter d'être celui qui porte la lanterne pour éclairer le chemin de celui qui avance. Et ils ont cheminé ensemble au fil du déroulé du rêve, sans du tout induire quelque chose. Et alors là, c'est très drôle, parce que qu'est-ce que c'est un rêve d'éveil, en fait? Ben, c'est une personne qui est allongée sur ce qu'il veut d'ailleurs, sur un fauteuil, un canapé, peu importe, et qui va faire un rêve à voix haute, les yeux fermés. Ça paraît un peu bizarre, hein, comme ça. Et pourtant, rien que le fait de fermer les yeux, d'avoir baissé un peu par le biais d'une petite relaxation ou simplement du climat de confiance et cette relation à l'âme qui est placée dès le départ, il y a un état modifié de conscience qui est présent et cet état modifié de conscience change tout parce que globalement c'est quoi un état modifié de conscience? C'est simplement la capacité de capter des fréquences. C'est comme quand vous avez une radio, vous mettez la radio à 107.7, vous allez capter, je sais pas quoi, la route.
et vous allez la mettre à 89.9, vous allez capter une autre radio. C'est pas la même. Et bien, dès que nous fermons les yeux, notre fréquence au niveau du cerveau change. Et à partir de là, nous allons capter autre chose. Donc, nous allons capter, globalement, on va capter notre âme, puisque nous, on est là pour ça. On l'a affiché clairement dès le départ. On va travailler avec l'âme de la personne. Du coup, cette âme se met en action. Et elle va construire un scénario que nous allons vivre dans notre imaginaire, mais pas que. Parce que l'imaginaire, il faut bien savoir que le cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le faux, entre ce que je suis. Par exemple, vous avez très faim, vous êtes en train de rêver, je sais pas moi, un cassoulet. Je suis du Castelnaudary. Vous allez rêver un bon cassoulet, et ben vous allez voir toutes vos glandes salivaires s'activer, etc. Physiquement, biochimiquement, votre corps réagit comme si c'était la vérité. Parce que c'est ça, vérité, à son cerveau. Donc, quand vous faites un rêve, vous vivez une vérité, vous vivez une réalité complète. Et dans ce rêve, alors on peut avoir, comme on n'est pas endormi, comme on a une capacité de conscience, je peux choisir. Je me retrouve dans la nature et puis face à un dragon. Et j'ai combien de possibilités? Je peux aller m'enfoncer sous terre, je peux partir dans les airs, je peux tuer le dragon, je peux me faire manger par lui, je peux me faire dissoudre. Il y a combien de milliards de possibilités, mais je vais choisir un scénario. Et dans le scénario que j'ai choisi, je pense que j'ai dû le choisir avec mon mental, mais pourquoi j'ai choisi celui-là? Ça me parle exactement de ce que j'ai besoin de voir aujourd'hui. Et il y a tout ce déroulé de rêves dans lequel l'accompagnateur suit son rêveur tranquillement, il se contente de reposer une question pour reformuler quelque chose, ou relancer la discussion pour approfondir un peu, c'est tout ce qu'il fait. Mais par contre, à la fin, quand le rêve est terminé, alors là, il y a un travail très important qui se passe, parce que c'est là où on va ensemble voir qu'est-ce qui s'est passé dans le rêve et en quoi ce rêve répond exactement à l'intention que j'ai posée au départ. Et la plupart du temps, la personne a oublié l'intention. Complètement. Et d'un coup, elle dit mais oui. Voilà. C'est exactement ce que j'avais posé. C'est ça. Et par quel chemin c'est arrivé, enfin. Et c'est là qu'on est scotché, parce qu'en fait, le chemin est très, très, très intelligent. C'est une intelligence d'un autre plan, c'est pas notre intelligence à nous. Parce que, imaginons que j'ai posé, je sais pas moi, ça je suis toujours très mauvaise pour déterminer une intention. Mais peu importe, j'ai posé une intention et je crois que pour réussir mon intention, il faut que je débloque mes liens toxiques avec mes parents, par exemple. Pour moi, c'est une évidence, ça passe par là. Si j'arrive pas à faire ça, c'est parce que j'ai des liens toxiques avec mes parents. Et il est possible que nous vivions quelque chose de très différent dans le rêve. Pourquoi? Parce que justement, l'âme sait que pour affronter ce que j'ai envie d'affronter, pour dénouer ce que j'ai envie de dénouer, ce qui tape à la porte en ce moment, j'ai besoin d'abord d'aller me ressourcer, d'abord d'aller trouver une énergie qui va me renforcer pour pouvoir après rencontrer, quand c'est l'heure, ce qui a besoin d'être rencontré. Donc il est possible qu'elle choisisse ce trajet-là ou un tout autre trajet, mais elle sait. Ce qui est important, par exemple, s'il s'agit de ce lien toxique avec les parents, c'est que la personne va souvent poser maintenant j'ai un lien positif dans toutes vos relations, par exemple. Elle pose ça à son âme, elle pose ça à l'univers, si vous voulez, et au cours de la séance, en fait, va ressortir ce qu'elle ne veut pas voir, par exemple ce lien toxique avec les parents. C'est pour ça qu'il est important de poser de façon positive, pas de façon négative, ce que l'on veut résoudre. Et on peut dire qu'actuellement, on pourrait dire à 99% des cas, des intentions qui ont été posées, le résultat arrive à la conscience à la fin de la séance. C'est ça. Et alors le but, c'est quoi? Parce que faire un rêve, c'est intéressant, avoir une réponse de qu'est-ce qui se passe, c'est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça s'incarne dans ma vie. Après, c'est que ça change les choses dans ma vie. Parce que c'est ça qui compte quand même, c'est changer les choses dans notre vie. Et là, en fait, ce que l'on constate, c'est que les changements... Non, déjà, nous sommes dans une période où ça s'incarne de plus en plus vite, voire très très vite. On a intérêt à faire attention à nos pensées, parce que ça s'incarne de plus en plus vite. Et c'est probablement là l'apprentissage que nous avons à faire en ce moment. Faire attention, à avoir une vigilance quant à la qualité de nos pensées. Et donc, quand nous avons fait un rêve et que nous avons solutionné quelque chose d'une manière ou d'une autre, peu importe le chemin que ça a pu prendre, eh bien, vous allez voir que la vie, qui est très coquine et qui est très joueuse, en général nous propose un test juste derrière.
Alors, ça peut être dans la seconde, dans la minute, ou dans le jour qui suit, ou dans les 3 jours qui suivent, mais le test sera là. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce test? Vous allez être repositionné d'une manière ou d'une autre dans une situation où vous allez revivre le même sentiment. Donc, si c'est une histoire de lien toxique, vous allez avoir un lien toxique qui va frapper à votre porte d'une manière ou d'une autre, et là, c'est là que vous avez encore un rôle important à jouer, parce que si, en sortant de la séance, vous balayez ça d'une main comme on vous a appris à le faire, comme vous êtes conditionné depuis le départ, c'est juste un rêve. Et bien évidemment que quand ce test va arriver, vous allez dire ça n'a pas marché, la preuve ça recommence. Par contre, il y a une autre vision qui est possible, et c'est celle sur laquelle on insiste beaucoup, c'est que justement, on a vu, quelque chose nous a été révélé par rapport au fonctionnement que je mets en place systématiquement. Et ce test est là pour m'interpeller à ce niveau-là, dire bon, alors oui, j'ai effectivement un lien toxique. Alors la solution, elle a été vécue comment dans mon rêve? Elle a été vécue d'une certaine manière, je ne sais pas laquelle, mais rien que le fait de se connecter à un instant du rêve ou à un moment d'émotion du rêve, vous vous replacez dans la solution et vous verrez que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on solutionne petit à petit ces problématiques. C'est très concret, c'est très pragmatique. Alors, c'est pas lourd non plus, hein. Des fois il faut plusieurs fois, parce qu'il y a des choses qui sont tellement ancrées et que ça marche par millefeuilles, c'est-à-dire que vous pouvez solutionner un traumatisme, par exemple, au niveau de la honte. Allez, il s'est passé un événement, on va revisiter cet événement, on va le déprogrammer, mais ça va concerner la honte. Et puis, quelques temps plus tard, 1 mois, 3 mois, 6 mois plus tard, vous allez faire un rêve et vous allez retomber sur le même événement. Et là, vous allez dire, mais non, j'ai déjà déprogrammé ce truc. Sauf que vous allez le vivre en millefeuille, c'est-à-dire sur une autre tonalité. Oh, ça ne va plus concerner la honte, ça va concerner, je ne sais pas moi, la confiance en soi, l'humiliation, je ne sais pas. Enfin, bref, il y a une autre strate qui est là et qui a besoin là aussi d'être nettoyée et récupérée. Et ce qui est fantastique, je ne veux pas tout monopoliser, mais il reste un dernier truc qui est important. Ce qui est fantastique, c'est que quand vous faites un rêve et quand vous déprogrammez quelque chose, il y a quelque chose qui est génial, c'est que derrière tous les traumatismes, quels qu'ils soient, tous les nœuds énergétiques, il y a un cadeau qui nous attend. Et ce cadeau, c'est une énergie qui est bloquée, verrouillée, auquel nous n'avons plus accès, pas à cause de ce nœud énergétique. Et quand ce nœud énergétique est déprogrammé, vous retrouvez l'accès à cette qualité que vous pouvez réintégrer dans notre vie. Donc petit à petit, au fil des rêves, c'est un peu comme si on récupérait une partie de nous. En fait, partout autour de nous, dans notre égrégore, il y a plein de petites Sylvie qui sont abîmées, qui sont morcelées, qui sont coupées, qui ont, suite à un traumatisme ou à quelque chose, sont posées là et en attente. Et dans les rêves, je vais récupérer cette petite Sylvie qui attend quelque chose, je vais le solutionner et le réintégrer en moi. Et du coup, récupérer l'énergie qu'elle avait et la réintégrer dans ma vie. Et c'est comme ça. C'est là justement qu'il y a cette énergie d'amour qui est dans le cœur. C'est une forge, le cœur. Une forge où il y a un processus alchimique qui se passe par rapport justement à tout ce que nous croyons toxique, difficile dans notre vie. Toutes les relations, les monstres qu'on peut rencontrer et tout ça, sont des parties de nous immatures qui ont besoin, qui crient et qui ont besoin qu'on les regarde, qu'on les écoute, qu'on les accepte et qu'on les intègre. Alors qu'est-ce qui se passe, par exemple, si j'ai un côté agressif, violent, qui se manifeste de plus en plus, et que je le prends, que je l'accepte dans le cœur, comme une partie immature qui souffre et que je lui donne de l'amour, ça va se transformer en une force vitale dont j'avais besoin, et son rôle va changer, c'est-à-dire le rôle de l'agressif qui est là à m'emmerder continuellement parce que je ne l'écoute pas, ça devient un moteur et même un conseiller, c'est-à-dire qu'il va me donner une capacité de voir les choses autrement, et il va se mettre à ma disposition au niveau du chakra du cœur, et c'est toujours une force que je récupère. À force, comme tu dis, d'avoir récupéré les petites Sylvie, moi les petits Michel, hein, et il y en a des centaines, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a une partie de moi qui souffre, c'est une partie immature qui a besoin d'être écoutée, d'être entendue. Si je ne l'écoute pas, c'est comme si je la mettais en prison. Et si je l'accueille,
eh bien à ce moment-là, elle va se transmuter et se transformer en autre chose. Et c'est un acte d'amour de moi à moi. Chaque fois que je vais chercher une petite Sylvie qui attend depuis tellement longtemps qu'on s'occupe d'elle, je crée un acte d'amour de moi à moi. Vous vous rendez compte? Alors l'amour, c'est pas ce que... Enfin, se donner de l'amour... C'est essentiel. Oui, mais c'est mal vu, hein, parce qu'on dit, oui, mais c'est très nombriliste. Non, pas du tout. Non, comment voulez-vous avoir un rapport correct avec les gens si vous n'êtes pas foutu de vous donner de l'amour, hein? Mais c'est tout ça un n'a rien à voir. apprentissage. Ça n'a rien à voir avec le narcissisme, justement, parce que le narcissisme, c'est on aime son miroir, l'image que l'on donne aux autres. Vous voyez? Là, il s'agit d'aimer l'être que nous sommes. Et l'être que nous sommes, hier quelqu'un l'a dit, nous sommes 10 fois plus grands que nous croyons. Moi, lorsque j'ai eu cette rencontre avec l'âme, je l'ai vue immense. Je ne sais pas, plusieurs mètres de haut, et de large, n'en parlons pas. Je veux dire, c'est... Et moi, le petit Michel, il était là tout petit. C'était le moi conscient, avec sa personnalité. Et en fait, en faisant tout ce travail, je vais devenir autre chose. Et l'autre chose que je deviens, c'est ce qu'on appelle une âme soi. C'est-à-dire une âme soi consciente. Et c'est le but de l'âme, si vous voulez, le but de l'esprit qui nous traverse et de ces énergies d'amour qui sont là, et qui sont là, c'est d'accueillir cette personnalité, le but étant que le monde invisible, le monde qu'on appelle métaphysique, puisse s'exprimer dans le monde physique à travers la personnalité que nous avons créée. C'est vraiment, lorsque cela est possible, ça va couler tout seul. Et notre âme fait tout pour que nous vivions ça, tout le temps, à chaque instant. Et tout ce que nous considérons comme des obstacles sont des cadeaux de notre âme, sont des cadeaux d'amour de notre âme, y compris les pires. Et notamment toutes les leçons sont bénies. Voilà, la maladie que l'on peut considérer. Alors on dit qu'il y a des maladies graves, il y a des maladies pas graves. Non, c'est pas vrai, il y a des maladies, point. Et dans ces maladies, il y a juste des signes, des symptômes. En fait, la maladie, c'est la guérison. C'est-à-dire, quand vous êtes malade, c'est que vous êtes en train de guérir. Parce que, en fait, si ça se matérialise, c'est que vous êtes apte à prendre conscience de ce qui se passe. Et dans la maladie, c'est une proposition de conscientiser le manque, quelque chose qui ne fonctionne pas ou mal, et on peut récupérer cette fonction. Et à partir de là, il y a deux options possibles. Ou vous guérissez, ou vous mourrez. Et c'est pas grave. Et justement, avant qu'il y ait une passion en question, incessamment sous peu, il faut voir ce que nous permet justement cette connexion à l'âme. On va le voir de façon... on a mis au point, si vous voulez, au cours de ce dernier siècle, des thérapies émotionnelles. Les thérapies émotionnelles avaient un effet direct, si vous voulez, sur le corps physique, soit sur un mieux-être dans le corps physique. Après, on a mis au point des thérapies avec le mental, c'est-à-dire avoir des pensées positives. Et les pensées positives avaient un effet sur nos émotions et sur le corps physique. Et puis là, nous mettons au point des thérapies avec l'âme. Alors, juste pour souligner quelque chose, l'âme n'est pas malade. L'âme, elle est au niveau du chakra du cœur, qui est le chakra intermédiaire, si vous voulez, entre les chakras supérieurs et les chakras du bas, qui sont la vie incarnée. L'âme est tournée à la fois vers l'esprit, vers la source de vie, on pourrait dire, et est tournée à la fois vers l'être, de chair incarné que nous sommes. Elle est là pour veiller à cette transformation, à ce que cette transformation se fasse. Et nous vivons des vies et des vies et des vies, jusqu'au moment où elle crée une personnalité suffisamment prête. Et donc l'âme peut agir sur tous les corps. Elle peut agir sur le mental, sur l'émotionnel, sur le physique. Donc les thérapies, si vous voulez, au niveau de l'âme, ça se passe dans, on dit, l'état θ. Il y a différents états, alpha, θ, delta. Delta qui est l'état de sommeil. Donc on a différents états de conscience qui sont au niveau cérébral, si vous voulez, les vibrations qu'il y a au niveau du cerveau.
Voilà, donc peut-être on va passer aux questions. Enfin, juste un truc. Hier, dans le concert qui a été donné, enfin, la chorale, ils se sont présentés comme étant un regroupement d'âmes cabossées, qui étaient absolument pas chanteurs, et ils nous ont offert une prestation d'une qualité inouïe. Et ça, pour moi, c'est exactement, ça valait toutes les conférences du monde parce que c'était du vécu, c'était du concret. Et c'est quoi? J'ai toujours, dans les stages, dit, c'est comme si chacun ici présent était un instrument de musique. Par l'éducation, par le mental, par la volonté, je vais apprendre à jouer de mon instrument de musique, tout en souhaitant très fort ne pas être celui-là, mais celui de mon voisin d'ailleurs, 9 fois sur 10. Je veux pas une clarinette, je veux être plutôt une guitare, ou etc. Donc déjà, ça fausse la donne. Mais peu importe, imaginons que je sois d'accord avec mon instrument et que j'apprenne à jouer l'instrument que je pense être. Lorsque je travaille avec l'âme, le son qui va sortir de mon instrument n'est plus du tout le même. Il ne répond plus aux partitions des humains, il répond à une toute autre partition. Et ce que nous avons vu hier, c'était ça. C'est-à-dire qu'en fait, tous les instruments, ils étaient, je ne sais pas combien, 50 ou 60 instruments qui étaient ici présents, avec des couleurs. Ils n'avaient jamais appris la musique, mais croyez-moi, ils ont joué comme j'avais jamais vu ça, quoi. Et non seulement ils ont joué de leur instrument à merveille, mais ils nous ont fait jouer de nos instruments dans la salle. Ça, c'était très fort quand même. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait lever le public, ils ont fait danser le public, ils ont fait chanter le public sans rien demander, parce que c'était naturel, parce que dans la vibration d'âme qu'ils avaient, il y avait une forme d'imperfection tellement géniale que c'était une perfection fantastique. Et c'est ça l'invitation de travail avec l'âme. Et c'est ça, je crois, ce qui nous anime tous aujourd'hui, si nous sommes ici présents, c'est que nous avons envie de retrouver ce contact, cette vibration et cette simplicité d'âme. L'âme est simple. Dès que c'est compliqué, c'est pas la peine, vous n'êtes pas dans l'âme, vous êtes ailleurs. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Bonjour. Bonjour. Je vous remercie de cette superbe conférence très vivante et de vos témoignages. Depuis le début de ce forum, j'ai la chance de pouvoir assister à certaines conférences. J'ai une question très simple. Qu'est-ce que vous appelez la conscience? Alors, définition ne va pas être mentale. La conscience, c'est quelque chose qui grandit au fur et à mesure que nous évoluons. Et la conscience, c'est quelque chose d'infini. C'est un, comment dire, pour moi, hein, je veux dire, je ne peux pas définir comme dirait un dictionnaire. Pour moi, c'est être présent à quelque chose qui se passe continuellement. Et c'est d'ailleurs, si vous voulez, tout à l'heure on a parlé de choses passées, comme des vies antérieures, comme des choses de l'enfance et tout ça. Dans le travail que nous faisons, nous vivons toujours au présent. C'est-à-dire même si c'est quelque chose qui s'est passé des siècles en arrière, ça va se vivre dans le présent. C'est comme si on avait ici autour de nous tous les programmes que nous avons vécus et que nous sommes toujours. Et il suffit de les mettre en conscience. Alors au fur et à mesure de notre évolution, et au fur et à mesure que nous contactons cette âme, notre conscience grandit. Hein, et c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'âme soi, c'est-à-dire la conscience de ce qu'est son âme, c'est-à-dire de ce que nous sommes réellement, notre véritable identité. Ma véritable identité, c'est pas Michel Tabé, mon nom, c'est un emprunt pour qu'il me soit utile dans la vie terrestre. Hein. Mais en réalité, je suis quelque chose de plus grand et petit à petit, je prends conscience que je suis cela. Je suis beaucoup plus que je ne crois. Et il faut l'accepter parce que nous sommes là à nous rapetisser tout le temps, à nous minimiser, à nous dire tu n'es pas capable. Enfin, on vous a répété ces mots-là au cours des différentes conférences. Hein. Oui. Et ce sont des programmes qui sont là pour nous minimiser, pour nous montrer que nous sommes des merdes finalement. Je suis désolé de dire ça, mais en réalité... Oui, mais une superbe merde. Est-ce que je réponds un petit peu à votre question? Oui, je vous remercie.
dans la mesure où elle nous permet d'être en contact avec quelque chose qui est plus que nous. C'est tout à fait, Oui. merci, satisfaisant. Et cette conscience justement du plus que nous avons droit d'y avoir accès. Elle est dans le monde métaphysique, si vous voulez. Et la capacité que nous avons maintenant, c'est justement par ce contact avec l'âme, d'avoir accès à la source de ce monde qui n'est pas tangible, mais qui, quelque part, nous traverse en permanence. C'est la vie. La vie nous traverse continuellement. Et moi, je vois cela dans mon monde intérieur comme un torrent qui me traverse, et que j'ai bloqué à certains moments de ma vie. C'est la vie. La vie est intelligence. Et la vie, c'est ce qui est bon pour nous. Même si elle nous malmène à certains moments. Hein, même elle est exigeante, de manière à ce que nous enlevions toutes les scories, tout ce qui nous empêche de faire que le flot de vie puisse passer à travers nous. Je voulais vous dire un truc, l'amour, c'est pas que du bisounours. L'amour, des fois, ça fait mal. Alors, d'autres questions? Madame. Bonjour et merci pour cette conférence. Je suis sophrologue analyste, du coup tout ce que vous avez dit fait vraiment écho à ma pratique. Je voulais faire part d'un témoignage rapidement. Tout à l'heure vous avez parlé du climat et de ne pas être dans le combat et être dans le chakra du cœur. Je suis d'accord, et ce que j'essaie de faire le plus possible, sauf que je suis actuellement dans une impasse, parce que je trouve que ça ne suffit pas. Je trouve qu'être seulement dans le chakra du cœur, dans l'amour, mais ne pas être... continuer à consommer des animaux, à continuer à utiliser du plastique, etc., ça ne fonctionne pas. Du coup, comment dire, allier à la fois l'amour, le chakra du cœur, comme vous dites, et en même temps, d'un côté, combattre pour que la Terre puisse continuer à vivre, et nous aussi. Je sais, le mot combattre n'est pas juste, je le sais, mais justement, c'est le mot, je cherche à remplacer ce mot. Merci. Merci, c'est une grande question. Et cette question vaut la peine justement d'être examinée parce que justement il y a ce mouvement terrestre actuellement qui est extraordinaire. Moi je m'émerveille que hier j'ai vu passer dans la rue là, des cortèges de gens avec des pancartes et tout ça. Oui, il y a une âme là-dedans, il y a quelque chose qui vit. C'est la vie qui cherche à s'exprimer, à vivre. Mais ça ne va pas tarder à passer dans le cœur justement. Vous voyez ? En comprenant que le problème, c'est qu'il faut une écologie intérieure. Parce que si par exemple, si je me bats sur le plan écologique, et puis que le soir je rentre chez moi, et que je m'engueule avec mes proches, je vais, dans ma salle de séjour, je vais déverser des tas d'immondices. À cause de pensées négatives. D'accord ? Donc ça va ensemble. À la fois, il faut travailler sur le plan intérieur de manière à être écologiquement propre, si vous voulez, à l'intérieur de soi. Hein, et cela va faire aussi qu'on va rassembler des gens encore plus, parce qu'à partir du moment où on est dans le cœur, on devient créatif. Alors les gens sont de plus en plus créatifs maintenant pour ce genre de choses. Ils proposent des solutions. Mais les solutions, le problème c'est que si c'est en combattant, en se battant pour obtenir quelque chose, on voit comment les révolutions ont donné des résultats. Elles ont fait des avancées, effectivement, mais après, il y a une répression. Hein ? Donc, il y a toujours combat contre combat. Alors, il y a combat, ok, on obtient des solutions, et après, on masque les solutions. Vous savez comment on récupère, hein ? On récupère. C'est-à-dire que, par exemple, les taxes, ok, on supprime des taxes, hein, et puis, de façon insidieuse, on va les remettre. Vous n'en rendrez même pas compte. Vous voyez ? Et c'est pareil pour tous les problèmes actuellement avec le pouvoir. Donc, si vous voulez, c'est le pouvoir, ici c'est le pouvoir de l'ego. Mais l'ego a été utile, c'est-à-dire qu'il a permis de former des personnalités qui deviennent de plus en plus matures, et un jour, ce sont les peuples qui vont se lever et qui vont dire « ça suffit ». Et ça commence. C'est en train de devenir. Je voudrais juste rajouter quelque chose, je pense que c'est important parce qu'à mon avis, il y a une erreur qui se glisse dans l'histoire, c'est-à-dire que
il y a une espèce de combat qui arrive dans le sens où je dois sauver la planète, je dois sauver le monde, ou le purifier, le nettoyer. Et je crois que là, il y a une erreur à mon sens, c'est qu'en fait, l'urgence, elle est de se soigner soi-même. Elle est d'avoir cette vigilance de pensée et d'arrêter de croire qu'on peut changer la planète. La planète n'est que le reflet de nos pensées, n'est que le reflet de nos actions. Et il est urgent de changer nos actions en individuel. Et je pense que la proposition, elle est là. C'est-à-dire que nous créons par la pensée, nous avons créé le monde dans lequel nous vivons et nous sommes... L'important, c'est de prendre la responsabilité et de ne pas dire c'est la faute des autres, c'est la faute du pouvoir qui nous a amenés ici, mais le pouvoir, nous l'avons créé aussi. Hein, les êtres tordus, etc., nous les avons créés, parce qu'à l'intérieur de nous, il y a aussi des choses tordues qu'on n'a pas réussi à assimiler, à transformer. D'autres questions? Je ne veux pas être là-bas, par là. Il y en a deux. Oui, merci encore à nouveau. Simplement, voyez-vous, nous sommes venus ici sur cette terre avec une énergie originelle, très engrammée chez nous. Et pensez-vous, selon vous, que nous pouvons modifier cette énergie? Et si nous la modifions, de quelle manière? Et le divin, lui, quelle est son interaction sur cette modification, s'il y a modification? Je suis un peu embarrassé. Je ne sais pas si je vais répondre à votre question. Moi, tout ce que j'ai constaté, c'est que je suis convaincue qu'en étant astrologue, en plus, on pourrait être de dire voilà, tout est inscrit au départ. Pas du tout. Pour moi, nous arrivons et nous téléchargeons un programme à la naissance. Et ce programme, nous le téléchargeons pour une bonne et simple raison, c'est qu'il contient les obstacles auxquels j'ai besoin de me frotter pour changer. Et je reste convaincue d'une chose, c'est que je change à chaque instant. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, le divin, la notion de divin, pour moi, elle est justement dans l'enjeu de cette incarnation, c'est de sentir et pas d'intellectualiser le fait que je suis aussi le divin, mais de le vivre dans l'instant, dans la simplicité, dans la magie de la vie et tout ce qu'elle offre, et dans... Comment on pourrait dire ça? La conclusion à laquelle je suis arrivée, pour m'être frottée aux extrêmes, avoir cru que j'allais mourir, en fait, dans cette expérience, il y a eu quelque chose d'extraordinaire parce qu'il se trouve que j'ai survécu. Et il se trouve que même pas un mois après avoir éloigné l'échéance, puisqu'on a considéré qu'il y avait une rémission, donc un an après le diagnostic, j'ai accompagné une personne, un jeune homme de 36 ans qui avait un cancer du côlon et qui a fait des rêves évidemment, qui était très branché sur la pensée positive, le fait que j'aille mieux, etc. et convaincu qu'il allait guérir. Et puis dans les rêves qu'il a fait, en fait, il a eu une révélation très forte, c'est que son âme lui a dit, franco et sans emballage, c'est pour ça que je vous dis des fois c'est trash un peu, et l'amour c'est pas du bisounours, elle lui a dit mais mon grand, tu te trompes, tu n'es pas là pour guérir, tu es là pour mourir. Et c'est l'expérience de mort qui va changer, qui va te changer et qui va changer tellement de choses autour de toi. Croyez-moi, quand j'ai entendu ça, moi qui sortais tout juste, ça a été de nouveau le château de cartes qui est tombé, parce que moi j'étais convaincue que oui c'est bon, j'avais trouvé comment on pouvait guérir à nouveau. J'étais encore retombée dans le même truc. Et grâce à cet homme que j'ai accompagné jusqu'au bout, j'ai pu constater que le travail était fabuleux. En quelques mois, il s'est transformé, ça a été miraculeux, il est mort dans une paix incroyable, et ses deux petites filles, il leur a transmis quelque chose d'exceptionnel, je suis toujours en lien avec ces personnes, et là j'ai constaté une chose, c'est que pour moi, le danger, il n'est pas dans le fait de mourir, le danger, il est dans l'immobilisme, le danger, il est dans le fait de figer une énergie, et là, on est en dehors de la vie. Dès que l'énergie se fige, la vie n'est plus là. La vie, c'est un flot. La vie, elle a besoin de circuler, la vie, elle a besoin de bousculer, elle a besoin de changer les choses, elle a besoin de nous faire évoluer, d'ouvrir des portes. Et quand on ferme les portes et quand on s'enferme dans une espèce de sécurité, on est à côté de la vie. Et on devient des survivants.
Bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur justement ce que vous dites par rapport à la mort. Quelqu'un qui atteint la connexion vraiment totale à l'âme, que devient son âme justement le jour où elle meurt? Ça, c'est quelque chose... Enfin, quelles sont les théories, s'il y en a? Parce qu'effectivement... Oui, pour moi, dans mon expérience personnelle, pour moi, la mort est un passage. Et je vois la mort comme beaucoup moins douloureuse que la naissance. C'est-à-dire la naissance, c'est imaginer qu'il va falloir se mettre dans un petit corps, et qu'il va falloir refaire tout un processus pour revenir à une certaine conscience, etc. Là, donc, moi, je sais pour avoir expérimenté qu'on peut, en sortant de son corps de façon consciente, on peut voir qu'on est toujours conscient. Mais je ne vais pas plus loin que ça. Par contre, donc, j'ai cette notion, si vous voulez, que nous sommes immortels. C'est tout ce que je peux dire, mais ça c'est une conviction personnelle, je ne peux pas le prouver, je ne cherche pas à le prouver non plus, je ne cherche pas à convaincre les autres de ça. Hein, je le dis en toute simplicité parce que je le ressens et le fait d'être relié à mon âme, de plus en plus, je le sens et je le vis. Quelque part, tout ça, on le sait. Au fond de vous, vous le savez. Vous voyez la question que vous posez. J'ai eu la chance, l'immense chance d'assister à l'enterrement d'un ami très proche il y a 2 ans de ça, et il y a un prêtre qui a fait un truc extraordinaire. Il a comparé la mort à la naissance d'un embryon. Il a dit, imaginez un instant que nous sommes tous des embryons. Quelle est la vie d'un embryon? On évolue, on est bien dans la matrice, c'est super, on est dans notre monde, etc. Et puis arrivé vers les 8 mois, on commence à se sentir à l'étroit, et puis surtout, on entend des bruits. On a la perception qu'il existe autre chose, sans en avoir la certitude évidemment, mais on entend la voix de maman, on entend de la musique, on entend des choses, et on se dit, mais on dirait qu'il existe un autre monde, mais je ne le vois pas. Et puis arrive le moment de la naissance, donc les contractions, le fœtus meurt, l'enfant naît. Et il a dit, et si cet homme qui vient de partir venait de naître? Allez, une dernière question. Alors. Monsieur. Merci pour votre intervention. Je suis plus en tension moi maintenant que quand je suis arrivé. Je suis à la recherche de simplicité et vous avez partagé le fait que c'est un intérêt, c'est très important. Et en même temps, la vie est complexe. Tout ce que vous dites est très complexe. Qu'est-ce que j'en fais moi? Ça, tout simplement, tout ce que vous venez de dire, toute cette information que j'ai là dans le mental qui me crée de la tension dans mon corps. Et comment je distingue et vous distinguez vos croyances du réel? Oui, c'est une bonne question. Il y a des choses, si vous voulez, le fait d'être relié à autre chose que le moi personnel, si vous voulez, il y a des choses que, comment dire, le monde dans lequel nous sommes, le monde physique dans lequel nous sommes, a ses règles, si vous voulez, a ses lois. Et petit à petit, en travaillant avec l'âme, j'ai l'impression de plus en plus d'avoir en moi la perception de lois cosmiques. Qu'il existe dans l'univers d'autres lois que les lois humaines. Et qu'il y a là une forme de vérité. Alors c'est là où il faut développer, si vous voulez, de passer du doute à la... Comment ça s'appelle Pardon? À la foi. La foi. Non, discernement. Voilà. Moi, si vous voulez, mon discernement, ça va se jouer de la façon suivante. J'ai une information qui me vient. Cette information, est-ce qu'elle vient de mon mental, auquel cas je sens de la peur, ou est-ce qu'elle me vient de l'amour? Et dans ce cas, j'ai une espèce de vérité, de certitude. Et là, je fais la différence, justement. C'est pas du rêve, c'est quelque chose que... C'est comme si vous voulez,
On avait en soi des vérités et qu'elles se révélaient au fur et à mesure. On a parlé de conscience tout à l'heure. Qu'elles se révélaient à notre conscience au fur et à mesure que nous évoluons. Mais ce que je suis, je le garde pour moi souvent. Ce qui m'intéresse, c'est que chacun fasse les prises de conscience qu'il a à faire et que de lui-même, il discerne si c'est juste ou pas juste. Cette justesse, elle est ressentie dans le corps? Pardon? Cette justesse, vous pouvez déterminer que c'est juste et que vous êtes dans le discernement parce que c'est ressenti dans le corps? C'est ressenti dans le corps, justement. Si c'est la peur, je vais ressentir de la peur. Si c'est de l'amour, je vais ressentir de l'amour. Ça, c'est ma façon de distinguer à moi. Hein. Hier, monsieur parlait de tension, et d'un côté et de l'autre côté, il n'y a pas de tension. Moi, mon outil, c'est... Il me vient un choix à faire, une pensée qui vient. Est-ce que j'ai peur, là? C'est de la peur qui vient, hein? Ou est-ce que c'est de l'amour? Et là, je ressens très fort dans mon corps. Et c'est mon corps, lui, il est là pour, justement, pour nous faire ressentir si c'est vrai ou pas. Je ne sais pas si... Merci. Je réponds à votre question. Merci en tout cas pour votre réponse. Merci à vous. Merci.